Voilà rendu au printemps. Notre conférence d'aujourd'hui va le refléter avec des tonalités lumineuses et chaudes d'un peintre comme David Hockney, qui va nous apporter la chaleur de la Californie avec sa végétation et ses piscines. Donc, un programme aujourd'hui très riche et très varié, comme d'habitude. Nous allons nous promener du 15e siècle jusqu'à nos jours. Un nouveau mouvement d'histoire de l'art va vous être présenté, le pointillisme, qui est un sous-produit de l'impressionnisme. Après avoir exploré l'œuvre de deux femmes peintres, nous allons terminer l'exercice d'aujourd'hui avec un géant de l'histoire de l'art, l'Espagnol Pablo Picasso. Ceux ou celles qui ne connaissent que Picasso, le cubiste, vont être surpris de voir qu'il a porté plusieurs chapeaux durant sa très longue carrière. Alors, allons voir en détail ce que nous réserve le plan de la conférence d'aujourd'hui. Alors, tel que mentionné, nous allons commencer avec David Hockney. Va suivre la peintre italienne Sofonisba Anguissola, qui est une peintre peu connue, mais très, très intéressante. Et va suivre le peintre renommé Jean-Paul de Yoppel, un bon Québécois. Le mouvement du mois, comme tel que mentionné, c'est le pointillisme. Et au hasard, un peintre français pointilliste tout de suite après, Georges Seurat. La peintre américaine Georgia O'Keeffe. Une nouveauté, un peintre scandinave, un peintre norvégien, Edvard Munch. Et l'infotechno du mois, c'est le trompe-l'œil. Nous allons conclure avec le peintre flamand Hans Memling et le peintre espagnol Pablo Picasso. Alors, commençons avec M. David Hockney, qu'on voit ici à l'écran. Alors, il est né en Angleterre en 1937, il est toujours vivant, soit dit en passant. C'est un peintre qui s'est spécialisé dans le portrait et le paysage. Maintenant, depuis 3 ans, il vit en Normandie après avoir passé plusieurs années en Californie. Il est une figure majeure du mouvement pop art des années 60 et de l'hyperréalisme. Il utilise des couleurs quelquefois criardes quand il peint portraits et paysages où se mêlent peinture et photographie. En 1964, il a découvert la Californie, les photos Polaroid, la peinture acrylique, les somptueuses villas et leurs piscines. Celle-ci deviendra un motif récurrent dans plusieurs de ses tableaux, comme vous allez voir. En 2018, une de ses toiles a établi un record en se vendant 90 millions de dollars, du jamais vu pour un artiste encore vivant. On voit ici en train de terminer un de ses tableaux. Alors, la première œuvre qu'on va examiner s'intitule « Nous, garçons, ensemble » de 61. Ce tableau peut sembler rudimentaire, même enfantin. Il fait bien sûr allusion à l'homosexualité non dissimulée de Hockney. Cette œuvre a été peinte alors qu'il étudiait au Royal College of Art. Elle est une déclaration surprenante adressée à la société qui veut dire « Je vais dessiner comme je le veux ». Le premier mariage, 1962. C'est un grand tableau où l'on voit un couple de profil. L'homme se tient debout derrière la femme qui, elle, est assise. Comme dans d'autres de ses toiles, une partie du tableau est laissée nue. Le style est plutôt enfantin. Le haut du corps de l'homme a une apparence réaliste et quant à ses jambes et à ses pieds, ils sont déformés. La figure féminine est représentée par dans un mélange de styles. Une tache blanche semi-transparente qui tombe sur sa tête, suggère un voile de mariée. Piscine avec 2 personnages, 1972. Ce tableau est relié à la rupture du couple Hockney-Peter Schlesinger. Ce sujet n'est qu'un prétexte pour une méditation sur les relations entre l'art et la vie. Le Splash, de 1966. C'est une véritable image promotionnelle de la Californie, avec un ciel parfaitement pur, des maisons basses et modernes, des palmiers au haut sommet et bien sûr des piscines. Une chaise de réalisateur nous rappelle qu'Hollywood n'est pas loin. Ce tableau montre des formes orthogonales. Pour s'assurer que les zones colorées soient bien planes, Hockney va jusqu'à abandonner ses pinceaux et peindre plutôt avec un rouleau. Homme dans la douche, 1964. Ce
Ce tableau montre des thèmes chers à Hockney, c'est-à-dire l'eau en mouvement, le rideau, les scènes domestiques et l'imagerie homo-érotique. Le peintre est basé sur une photo prise par une firme spécialisée dans les nus masculins. Hockney avait de la difficulté à peindre les pieds de son personnage, alors il a ajouté une plante dont les feuilles cachent l'endroit problématique. Ce tableau est un de ses premiers peints à l'acrylique et sa principale préoccupation était le rendu des couleurs plutôt que des textures. Nichols Canyon de 80. C'est un tableau dont la composition est dans le style fauviste. Chaque teinte est non diluée, reflétant une scène bien vivante pour le peintre. La force de chaque coup de pinceau demande notre attention, nous obligeant à vagabonder partout sur la toile. Pearl Blossom Highway, 86. Hockney a pris plusieurs jours pour peindre cette scène californienne. Il a pris au préalable maintes photos sur l'autoroute 138. C'est un paysage américain du point de vue du conducteur et de son passager. La portion de droite représente ce qui retient l'attention du conducteur. Vous faites remarquer que M. Hockney, étant britannique, il est habitué de voir le conducteur à droite de la voiture. Alors, c'est ça qui retient l'attention du conducteur avec ses panneaux de signalisation, ainsi que la destination qu'on entrevoit au loin. Sur la partie gauche, on remarque ce que préoccupe le passager. Il admire le paysage, remarque les arbres et les déchets à bordure de la route. Il faut remarquer que la route est quand même en Amérique et non pas en Grande-Bretagne. On circule à droite. Les collectionneurs américains. 1968. Ces collectionneurs, Fred et Marcia Wiseman, ont choisi de mettre fin à leur mariage, mais ils sont restés de bons amis. Dans les années 70, Hockney utilisera le réalisme dans ses œuvres, mais aucune ne ressemblera à une photo. Son intérêt pour le réalisme n'est pas nouveau et a toujours été affiché dans son art. Garden, 2015. Avec sa terrasse bleue en arrière-plan et sa piscine au centre, ce tableau est immédiatement reconnaissable comme le jardin hollywoodien de Hockney. Les cactus au premier plan font de ce jardin un arbre de vie et de couleurs au milieu de la sécheresse californienne. Ces couleurs lumineuses capturent le dynamisme de sa maison de Los Angeles. Monsieur et Madame Clark, de 1971. On y voit deux amis très chers à Hockney. Cette scène a été peinte juste après le mariage du couple auquel Hockney a non seulement assisté, mais a été le témoin de M. Clark. Mes parents. Le peintre a complété ce tableau après 2 tentatives infructueuses. Ses parents étaient frustrés de voir que leur fils avait abandonné après plusieurs heures de pause de leur part. La sœur de David a révélé que les parents, finalement, étaient heureux du résultat et considéraient que leur session de travail leur session de pause en avait valu la peine. Sa mère regarde directement le spectateur, tandis que son père, qui ne tenait pas en place pendant la session, s'est trouvé l'occupation, oubliant qu'on l'observe. Le portrait de Sir David Webster, de 71. Ce tableau a été une commande pour marquer la retraite de ce directeur de la Royal Opera House de Londres. Le sujet est assis sur une chaise Miss Van der Rohe, devant une table à café en verre où se trouve un vase avec tulipes. M. Webster était malade à cette époque et Hockney a dû travailler 18 heures par jour pour terminer la toile pour qu'on la lui remette de son vivant. Ce tableau montre à quel point Hockney maîtrisait bien la peinture acrylique. Alors, on va quitter M. Hockney. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur l'œuvre de M. Hockney? On va passer à la suivante. Sophonisba Anguissola. Cette peintre italienne est née en 1532 à Crémone, dans le nord du pays, et est décédée à 83 ans à Palerme, en Sicile. Comme elle était spécialisée dans les portraits, elle aboutit en 1559 à la cour d'Espagne de Philippe II, à titre de peintre officiel. Elle a été la première femme peintre à atteindre les sommets sur la scène artistique européenne. Il semble que Michel-Ange aurait déclaré à son sujet qu'elle possédait un réel talent. Le père de Sophonisba avait écrit à Michel-Ange
pour lui présenter le travail de sa fille en y joignant ce dessin, Bambin mordu par un écrevisse. C'est suite à ça que Michel-Ange a trouvé qu'elle avait un réel talent. On peut comparer cette scène avec celle du garçon mordu par un lézard de Caravage. Portrait de famille avec son père et une de ses 5 sœurs. Sophonisba a ouvert la voie à de très nombreuses femmes qui rêvaient de faire carrière dans le monde des arts. La partie d'échecs de 1555. Elle peint avec cœur cette joyeuse scène familiale où on voit sa mère et certaines de ses sœurs. Cette peinture a été réalisée alors qu'elle n'avait que 23 ans. Elle nous montre ses sœurs Lucia, Minerva et Europa. Dans cette toile, une attention particulière a été portée à la représentation très formelle des vêtements. Remarquez à quel point c'est délicat et très compliqué, les motifs sur les vêtements de ces dames. Ce qui tranche avec la bonhomie des expressions faciales de ces sujets. C'était rare qu'on voyait des mines aussi réjouies dans les toiles italiennes de cette époque. Le portrait de sa mère, 1557. Son nom était Bianca Ponzoni. À cette époque, l'éducation et la formation avaient une implication différente pour les hommes et pour les femmes. La formation des femmes ne les destinait pas à une profession où elles compétitionnaient avec les hommes pour avoir des mandats. Non! La formation dans les arts avait pour but d'en faire une meilleure épouse, une meilleure compagne et une meilleure mère de famille. S'il y en a parmi vous, mesdames, qui voulez crier, on peut prendre une pause. Mais même avec tout son talent et l'encouragement qu'elle a reçu, elle ne pouvait transgresser les contraintes de son sexe. Autoportrait de 1556. Ces autoportraits nous montrent ce qu'elle pensait de son rôle de femme artiste. À l'époque, les hommes étaient vus comme des acteurs créatifs, les femmes comme des objets passifs. Dans cet autoportrait, Sophonisba se sépare de son rôle comme d'un objet à peindre. Elle a fait aussi ce portrait d'Élisabeth de Valois, qui va devenir la 3e épouse du roi d'Espagne. Comme elle était peintre, Madame de Valois était peintre amateur et sensiblement du même âge que Sophonisba, elle devint de grandes amies. C'est ce qui explique pourquoi Sophonisba s'est retrouvé peintre officiel à la cour d'Espagne. Ces portraits de la famille royale lui demandaient plus d'énergie et de temps que les portraits informels auxquels elle était habituée. Elle devait prendre avec réalisme les motifs des tissus fins et les bijoux élaborés que ces gens portaient. Après le décès de cette Élisabeth d'Espagne, dite de Valois, le roi Philippe s'est occupé de l'avenir de Sophonisba en arrangeant son mariage avec le fils du prince de Palerme et en payant sa dot de 1200 escudos. Autoportrait de 1610. Elle est la première femme de se représenter âgée. Cette toile confirme son statut d'artiste accompli, mais elle ne cherche pas à rajeunir ses traits. Elle se dépeint avec une grande majesté et avec la civilité des hommes de pouvoir. Son tableau est adressé à Philippe III d'Espagne, comme en témoigne la lettre pliée dans sa main droite. Portrait par Van Eyck, 1624. Sophonisba reçut la visite du jeune peintre flamand Antoine Van Eyck, qui, notant que sa vue avait faibli, mais qu'elle était encore très alerte mentalement à l'âge de 92 ans. Il fit ce portrait d'elle lors de sa visite, et il mentionna plus tard que les conversations qu'il avait eues avec elle lui avaient enseigné davantage sur les vrais principes de la peinture que n'importe qui d'autre dans sa vie. On va remonter à une œuvre de jeunesse, le portrait d'Alessandro Farnese, 1560. Ce superbe tableau est du jeune prince à l'âge de 15 ans, lui qui deviendra le duc de Parme. On le voit vêtu d'habits très raffinés comme à la cour. Ce tableau qui avait erronément été attribué à Alonso Coelho se retrouve à la Galerie nationale d'Irlande depuis 1864. Un homme avec sa fille. Ce touchant et superbe tableau qui représente un père et sa jeune fille se retrouve au Musée national de Varsovie, en Pologne.
Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions sur Mme Sophonis Anguissola? On va passer au Québécois Jean-Paul Riopel, qui est né à Montréal en 1923. Et déjà à l'âge de 13 ans, il prend des cours de dessin et de peinture à l'école Saint-Louis de Gonzague qu'il fréquente. À 19 ans, après une année préparatoire, on le retrouve à l'école polytechnique de Montréal. Le soir et le dimanche, il continue à dessiner la nature. Pendant 2 ans, il suit aussi des cours d'architecture par correspondance et s'intéresse surtout à la perspective. L'année suivante, il s'inscrit à l'école du meuble, où il rencontre le professeur Paul-Émile Bordua. Avec des camarades comme Marcel Darvaux, Jean-Paul Rousseau et François Sullivan, il peigne dans un hangar vacant de Montréal. Ce groupe formera plus tard les automatistes. En 1946, il participe à la première exposition de ce groupe et il part pour l'Europe explorer la France et fuir l'obscurantisme qui prévalait au Québec durant les années 40. À Paris, il se rend au musée de l'Orangerie et les tableaux qui l'intéressaient sont ceux de Monet, de Berthe Morisot, d'Ingres et de Goya. En 1948, Riopel tiendra sa toute première exposition solo à Paris. Ses tableaux marquants de cette décennie sont les suivants. D'abord, un tableau de sa toute première œuvre, c'est Hibou de 1941. Va suivre l'année suivante Nature bien morte. Puis en 1946, Conversation. On voit qu'il s'oriente vers l'abstraction. Et Entre les murs du vent, J'écoute de 1947. Durant les années 50, Riopel participe à Paris à une exposition regroupant des artistes de l'abstraction lyrique comme Jackson Pollock et William de Coninck. À partir de ce moment-là, il évolue vers sa période connue sous le nom des mosaïques, où il abandonne le pinceau et il travaille dorénavant au couteau à palette. Ces tableaux composés de couleurs pures, sortis du tube et appliqués à la spatule, font penser à des mosaïques. En 1955, il rencontre une jeune peintre américaine du nom de Joan Mitchell et en tombe amoureux. À cette période, Riopel tient 2 expositions à New York. Les 2 amoureux aménagent ensemble le Paris en 1959. Je vais vous montrer quelques œuvres qu'il a faites durant les années 50. D'abord, ce tableau s'intitule La Roue. Celui-ci s'intitule Pavane de 1954 plutôt. Suivi du Masque Esquimau de 1955 et Lance de 1958. En 1974, Riopel achève un important projet de sculpture fontaine qui s'appelle La Joute. C'est un ensemble de 30 figures qui ont été coulées dans le bronze cette année-là, installées au pied du stade olympique en 1976, à temps pour les Jeux. Le hibou, un élément important de la joute, devient un motif courant dans son œuvre. En 2004, la joute est relocalisée à la place Jean-Paul Riopel dans le quartier international de Montréal, où ces photos-là ont été prises. L'œuvre Testament de Riopel est sans doute son hommage à Rosa Luxembourg. En 1992, il apprend le décès de Joan Mitchell, qui avait été sa compagne pendant 25 ans. Sous le choc, Riopel décide d'entreprendre cette œuvre magistrale pour lui rendre hommage. Ironiquement, Riopel avait pris l'habitude de lui attribuer le surnom de Rosa Malheur, en référence à cette autre femme peintre, Rosa Bonheur, qui a fait carrière au 19e siècle. Rosa Luxembourg était une militante du Parti socialiste allemand qui, lorsqu'emprisonnée, communiquait avec ses partisans par de savants messages codés. L'immense fresque colorée de Riopel, qui est l'équivalent de 30 tableaux, a été réalisée à la peinture acrylique et aux bombes à aérosol. Il a exécuté cette œuvre dans son atelier de l'île aux grues près de Montmagny. On y voit la représentation de plein d'oiseaux migratoires comme ceux qui entouraient la peintre dans son île. Tout comme Rosa Luxembourg, les oies de Riopel renferment des messages connus comme sa peine d'avoir perdu son ex-compagne. Depuis 1997, on peut admirer ce grand chef-d'œuvre
au Musée national des beaux-arts du Québec, qui lui a préparé un aménagement tout à fait royal. Alors, on va laisser Riopelle sur ses mots qui résument lui-même son œuvre. Mes tableaux sont faciles à reconnaître. On croit voir des draps de lit sur lesquels un peintre en bâtiment aurait essuyé ses pinceaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur Jean-Paul Riopelle? On va passer au mouvement du mois, le pointillisme. C'est un mouvement artistique de la peinture qui utilise de toutes petites taches de couleurs juxtaposées plutôt que de les mélanger sur la palette. Georges Seurat en a fait un système dans les années 1880 que les critiques ont désigné de façon péjorative de pointillisme. Son procédé, un autre peintre, Paul Signac, qu'on voit ici à l'écran, en a fait une théorie sous le nom du divisionnisme. Son procédé et ses dessins ont séduit d'autres peintres comme Camille Pissarro. Selon les adeptes de la théorie pointilliste, lorsque le tableau est regardé à une certaine distance, les petits points de couleur minuscules ne peuvent être distingués, de sorte que le spectateur, ce qu'il voit, c'est une teinte unique, et non pas une série de petits points. Alors, plutôt que l'idée des pointillistes, c'était que la fusion des couleurs se fasse dans l'œil du spectateur plutôt qu'en mélangeant les couleurs différentes sur la palette du peintre. Alors, on va voir quelques tableaux. Oui, quoi, c'est sûr? Pissarro, c'est un pointilliste. Pissarro, ça, oui. C'est pas un impressionniste, non? Il a fait du pointillisme. Je vais monter des toiles de Pissarro. Autant que Seurat et Signac? Ben, presque, oui. Ah ben. Pas qu'il n'a pas fait des toiles impressionnistes, mais comme les autres aussi ont fait des toiles impressionnistes. Okay. Ça, c'est le capitaine de Seurat. Ça, c'est le pied de Luce. Ça s'intitule la gelée blanche de Pissarro. Ça, c'est la femme à l'ombrelle de Seurat. Le clipper de Signac. Et le portrait de Metzinger de Delaunay. Ça, c'est plus de la mosaïque, je dirais, que du pointillisme, parce que là, les points commencent à être trop. Est-ce qu'il y a des questions sur le pointillisme? On va passer justement au pointilliste en chef, M. Georges Seurat, qui est né en 1859 et décédé en 1891 à Paris à l'âge de 32 ans. C'est lui qui a inventé le mouvement du pointillisme tel qu'on vient de le voir. Considéré avec Cézanne, Gauguin et Van Gogh comme un des grands peintres du post-impressionnisme, et compte tenu de sa courte vie, il a laissé derrière lui un nombre restreint d'œuvres. 6 grandes compositions, une trentaine de scènes maritimes et 160 petits tableaux. À partir de 82, il se met à peindre réellement. Il inventa ensuite la technique du pointillisme qui s'inspire des théories scientifiques sur la loi des contrastes entre les couleurs. Une baignade à Acidaire en 1884. C'est le premier de ces 6 grands tableaux. Il faut savoir qu'Acidaire est une banlieue industrielle de Paris arrosée par la Seine. Seurat a fait des croquis sur place pour enregistrer les effets de la lumière et de l'atmosphère. Il a fait 14 esquisses à l'huile également. Le tableau final a été peint en atelier. Seurat n'avait pas encore inventé le pointillisme, si vous remarquez bien. Plus tard, il a retravaillé le tableau pour ajouter des petits points de couleur orange et bleu au chapeau du jeune qui est dans l'eau. La simplicité des formes régulières et bien définies rappelle les œuvres de Piero della Francesca. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de 86. Seurat présenta ce magistral tableau à la dernière exposition des impressionnistes en 1886. Monet, Sisley et Caillebotte refusent d'exposer à ses côtés, ne le considérant pas comme un vrai impressionniste. Et comme de fait, c'est pas vraiment, il y a vraiment une marge entre l'impressionnisme
et le pointillisme. Alors que les impressionnistes fonctionnent avec des coups de pinceau rapides et bien dirigés, le peintre pointilliste travaille très minutieusement en plaçant chaque petit point de couleur de façon presque machinale. Alors c'est vraiment très différent comme type de peinture. Alors ce tableau lui a demandé 2 ans de travail. La Grande Jatte, c'est une île sur la Seine dans la banlieue parisienne qui était un lieu de loisirs et de promenade où bourgeois et ouvriers pouvaient se côtoyer. Au premier plan, on voit un couple de bourgeois vêtus avec élégance du côté droit. À gauche, on observe un ouvrier reconnaissable à la simplicité de son vêtement qui est allongé sur l'herbe et qui fume la pipe. Plein de personnages se livrent à des multiples activités. Discussion, musique, pêche et aviron. Seurat juxtapose des touches très fines de pigments purs pour créer un mélange optique. Le dessin est légèrement flou à cause de la technique utilisée. Les couleurs qu'il utilise sont principalement le rouge, le jaune et le bleu, pour obtenir diverses tonalités sans perdre de luminosité. Seurat a vu que son tableau dégage une impression de maîtrise totale et de suspension du temps pour immortaliser ce moment de beauté, de paix et de silence. Cette œuvre est innovante car c'est la première œuvre pointilliste. La Tour Eiffel de 88. On voit une représentation de la Tour Eiffel en construction. En effet, elle sera inaugurée l'année suivante lors de la commémoration du centenaire de la Révolution française. Elle prend toute la hauteur du tableau et elle surplombe la Seine. En contrebas, un pont traverse le fleuve sur la largeur du tableau. Des nuées de petites touches de couleurs plus ou moins espacées façonnent les couleurs et les lignes. Un fond clair et lumineux sur lequel se détachent les lignes aux couleurs vives. La Tour Eiffel est immense et majestueuse, on dirait qu'elle semble se perdre dans les nuages. D'autres peintres, par la suite, ont choisi ce même sujet, tels que Rousseau, Dufy, Chagall, Delaunay, etc. Les poseuses de 87. Ce tableau est le 3e de ces 6 grands tableaux majeurs de Seurat. Il se veut la réponse aux critiques qui reprochaient à ses œuvres d'être trop froides. Ici, il propose d'utiliser sa technique pour peindre des nus. C'est le même modèle qu'il a posé pour les 3 femmes. On remarque à gauche une portion de son dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte, qui est au mur. Il existe une seconde version de ce tableau de moindre dimension, mais plus conforme au pointillisme et qui a été plus aimé par les spécialistes de Seurat. En 1947, l'État français a acheté des études des poseuses que Seurat avait préparées, comme c'était son habitude, et qui sont conservées au musée d'Orsay. Parade de cirque, de 88. L'œuvre représente le défilé du cirque Circo-Corvi au printemps de 87. Malgré le succès initial mitigé, l'œuvre est aujourd'hui considérée d'une grande importance pour la naissance des styles picturaux ultérieurs, tels que le cubisme et le futurisme. C'est la première œuvre de Seurat inspirée par le cirque qu'il aimait beaucoup. Il n'a jamais considéré ce tableau comme un de ses plus réussis. La composition de la toile est exceptionnellement régulière comparée à ses autres œuvres. Les axes verticaux et horizontaux génèrent les lignes de composition du tableau et la disposition des personnages. On voit un musicien exactement au centre, avec l'orchestre à gauche et d'autres personnages à droite, et le public en dessous, décrit par une rangée de têtes portant chapeau. L'image semble figée dans le temps, car Seurat réduit au minimum le mouvement, la forme prenant le dessus sur celle-ci. Le chahut. 1890. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le chahut, je l'ai appris. Le chahut est une danse semblable au cancan très à la mode à la fin du 19e siècle, dans les bals parisiens. La composition de ce tableau comprend, en plus des danseurs, un joueur de contrebasse, et au premier plan à droite, un spectateur séduit par la danse, et à gauche, on voit le chef d'orchestre. Les yeux et la bouche des personnages recourbés vers le haut donnent du dynamisme à l'œuvre.
Le cirque 1890. Ce tableau représente le numéro de l'écuyère du cirque Fernando. Seurat poursuit, après le chahut, ses recherches sur la représentation du mouvement, et ce malgré les rigueurs imposées par sa technique du pointillisme. Il porte un fort attachement à la ligne et qui ici se traduit par de sinueuses arabesques, le personnage au premier plan, la superposition des gradets, ainsi que l'ouverture vers la droite du tableau, donne de la profondeur au tableau. La superposition des spectateurs est l'occasion pour Seurat d'illustrer la diversité sociale et ses inégalités. La rigidité de cette partie de la toile contraste avec la souplesse qu'on constate au premier plan. Pour conclure sur Seurat, je vais vous présenter en rafale d'autres œuvres. Premièrement, Baigneur. C'était une étude pour ces baigneurs à Asnières, la première œuvre qu'on a vue. Ensuite de ça, on voit que c'est un peu bâclé, la façon dont c'est peint. C'était qu'une étude. Le bec du Hoc est une falaise très particulière qu'on retrouve sur la côte normande, et c'est là que Seurat est allé passer ses vacances et il a peint ce magnifique phénomène de la nature. Ceci, ce n'est pas un tableau pointilliste du tout, c'est une paysanne assise dans l'herbe. Voici un tableau pointilliste, jeune femme se poudrant. C'est un portrait de sa maîtresse. Puis il a fait des tableaux tout à fait différents. Angélique au rocher, tableau académique, qui était inspiré par Roger Delira, Angélique par Ingres. Et voici, il a peint finalement un tableau pointilliste pour terminer, ça s'appelle Modèle de profil. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires sur Seurat? On va passer à Georgia O'Keeffe, la peintre américaine, et après ça, nous irons à la pause. Georgia O'Keeffe est née en 1887 dans le Wisconsin. Elle est morte en 1986 au Nouveau-Mexique, donc à l'âge de 99 ans. Elle a donc vécu 3 fois plus longuement que ce brave M. Seurat. Elle est considérée comme une peintre majeure du 20e siècle. Connue pour ses tableaux grand format de fleurs, ses représentations des gratte-ciels de New York et pour ses paysages du Nouveau-Mexique. Elle s'installe à New York en 1918 et passe ses vacances d'été au lac George. Je ne sais pas si je dois dire Lake George ou lac George, en tout cas, dans l'État de New York, dans le nord de l'État. Vers 1929, elle se rend au Nouveau-Mexique avec une amie. En 1933, elle est hospitalisée suite à une grave dépression qui l'a rendue incapable de terminer une grande murale pour le Radio City Musical qui, à ce moment-là, était en construction. En 1940, elle s'achète une propriété dans l'Ouest américain et va y demeurer en permanence. Ces gros plans de fleurs révèlent un sens aigu de l'observation, tandis que les couleurs et les nuances rendent ces tableaux presque abstraits. À son décès, elle laissa environ 900 toiles derrière. Dead Rabbit, de 1908. Après avoir étudié au Art Institute de Chicago de 1905 à 1906, elle s'inscrit au Art Students League de New York. Elle a remporté le premier prix pour cette nature morte avec ce tableau. Le prix était une session d'été gratuite de cet organisme au Lake George. Canne rouge, 1923. O'Keeffe a réalisé plusieurs tableaux avec ce même titre à partir de 1915. Elle disait vouloir montrer sa vision des fleurs. Certains ont trouvé son art érotique, disant y voir des représentations du sexe féminin. Elle s'exprimait à travers ses teintes vibrantes de rouge, de jaune et d'orangé. Feuilles d'automne de 1924. Georgia peint des fleurs depuis longtemps, mais au début des années 20, elle cherche à les rendre d'une façon plus originale. Elle décide de les monter en très gros plans, de sorte qu'elle occupe toute la surface de la toile. Cette vision montre l'influence de la photographie. La critique continuera de voir des allusions érotiques dans ses pétales et ses pistils de très près. Une interprétation que niera toujours Mme O'Keeffe.
Lake George, de 1922. De 1918 à 1934, elle passa ses étés au domaine de son mari au Lake George. Cette propriété de 36 acres était située sur la rive ouest du lac. Georgia prenait de longues marches sur les collines boisées autour du lac, d'où elle avait une vue spectaculaire sur les environs. La majorité de ces paysages ont une composition similaire avec les montagnes dans le tiers supérieur du tableau, de longues bandes horizontales montrant l'eau du lac. Dans cette toile montrant le lac au coucher du soleil, elle réduit les formes des montagnes à leur plus simple expression. Coquelicot asiatique. 1927. Ce tableau a été déclaré un chef-d'œuvre d'innovation. On y voit deux coquelicots géants. C'est une exposition de couleurs brillantes sur une grande toile. Elle a utilisé des rouges et des orangés pour les pétales. Le centre creux des fleurs et les contours sont en une teinte mauve foncée. L'ombrage et le fini velouté des pétales accentuent la vibration émise par ces fleurs. Nuit à New York, 1929. Pendant ces années où elle était une artiste émergente à New York, elle a capté sur sa toile l'énergie débordante de Manhattan. Ce tableau se situe en contrepoint des œuvres qu'elle peindra plus tard au Nouveau-Mexique. Elle traite des détails urbains comme elle le fait avec les fleurs, elle le fait avec autant de minutie. Le pont de Brooklyn, de 1939. Sur le point de déménager vers l'Ouest américain, elle a voulu peindre en signe d'adieu cette vue des astres jumelles du pont emblématique de New York. Littéralement, ce tableau fait le pont entre sa vie de 30 ans dans la grosse pomme et sa nouvelle vie qui l'attend. Radiator Building de 1927. Devant ce tableau, le spectateur est transporté à l'âge des débuts de l'Amérique moderne qui se construisait. Elle a pris le style art déco tellement à la mode à cette époque et l'a adapté à sa représentation bidimensionnelle. Ciel au-dessus des nuages. En 1959, elle a fait un voyage de 3 mois autour du monde. Ces longs vols en avion ont été le point de départ d'un nouveau thème dans ses peintures. Elle inaugure cette nouvelle série de tableaux à l'âge de 71 ans. Comme elle l'avait fait dans d'autres œuvres, elle exprime sa fascination pour la déformation de la réalité. La vue depuis l'avion de ces champs de nuages devient sa nouvelle inspiration. Échelle vers la Lune de 1958. Sans doute inspirée par la course vers l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique dans ces années-là, Georgia, probablement sur un ton ironique, a proposé une simple échelle pour se rendre sur la Lune. Red and Orange Street de 1919. Elle a peint ce tableau peu après son arrivée à New York, laissant derrière elle son poste d'enseignante au Texas. Ici, sur un fond sombre, se détachent des bandes de couleurs vives qui attirent notre œil car elles semblent en mouvement. Le point focal de l'œuvre est l'endroit où la forme jaune croise la bande rouge et le fond sombre. Elle se remémorait les phénomènes observés dans le ciel du Texas. La fleur blanche de 1932, c'est une de ses œuvres les plus connues. Ce tableau, au cœur d'un pétunia blanc, est vendu 45 millions de dollars. C'est le record pour une femme peinte en Amérique. Elle aurait dit, je sais que je ne peux pas peindre une fleur, mais peut-être que grâce à la couleur, je peux vous faire part de mon expérience de la fleur. Réflexion sur la Lake George, 1922. Ce tableau a été inspiré par la spectaculaire topographie de cette région. Cette toile peut être accrochée à la verticale tout comme à l'horizontale, ce qui en fait une œuvre à la fois figurative et abstraite. Pendue verticalement, elle encourage la comparaison avec ses fleurs agrandies. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires sur l'œuvre de Mme Georgia O'Keeffe? Bon, j'ai oublié de vous montrer cette magnifique photo de Mme Georgia O'Keeffe. Ce qui explique que ce soit une si jolie photo, c'est que son mari était un photographe professionnel de renom. Alors, on va passer au suivant, qui est M. Edward Munch.
un peintre scandinave, né en Norvège en 1863 et décédé en 1944 à l'âge de 81 ans. Ses techniques de prédilection sont essentiellement la peinture et le tempéra sur carton. Il est aussi un pionnier de l'art accessible à tous. Son père était un médecin militaire aux revenus plutôt modestes. Sa famille, néanmoins, compte de nombreux historiens, artistes et fonctionnaires. À l'âge de 17 ans, il écrit dans son journal personnel « Ma décision est prise, je serai peintre ». Comme vous allez bientôt le constater, Munch est un peintre de l'âme et des émotions. Ma sœur Inga, en 1885. Munch peint ce tableau de sa sœur Inga, qui était la plus jeune de la famille. Elle est décédée en 1952, 8 ans après Munch. Munch et sa sœur seront les seuls à échapper à la maladie mentale et à une mort précoce dans la famille. Seul son frère Andreas s'était marié, mais il est décédé quelques mois après son mariage. L'enfant malade. Ce tableau représente sa sœur Sophie, qui est morte de la tuberculose, comme leur père. Dans un fauteuil est assise une jeune fille rousse, dont le bas du corps est recouvert d'une couverture, tandis que son buste est adossé sur un coussin blanc. Son regard est dirigé vers une femme dont la tête est penchée vers elle en lui tenant la main. Ce tableau fait scandale, pas tant par le sujet que par la forme, qui avec ses coups de brosse et de raclage des couches de peinture, exprime sa volonté de transmettre l'infinie douleur qu'il ressentait devant cette scène. Inga à la plage de 1889. Cet été-là, Munch avait loué une petite maison au bord de la mer dans une petite ville norvégienne qui était le lieu de villégiature de beaucoup de citadins et d'artistes d'Oslo. Edvard avait invité sa jeune sœur à partager cette maison avec lui. Il en profite pour faire son portrait sur les rochers. Portrait de Hans Jäger, 1889. Ce monsieur Jäger était un écrivain norvégien et un théoricien de l'anarchie qui eut une grande influence sur Munch. Celui-ci est assis sur un divan bleu, dans une pose détendue. Il a une consommation devant lui sur une table en bois. Son expression est plutôt sérieuse et il dévisage le spectateur à travers ses lunettes. Munch, dont l'éducation avait été puritaine comme de mise à cette époque, était attiré par les idées de Jäger qui prônait l'abolition des règles sociales et aussi, entre autres, la liberté sexuelle. Soirée sur l'avenue Karl Johan, de 1892. Ce tableau nous montre la rue principale d'Oslo dans une ambiance nocturne. Sur le côté de la rue, une foule compacte se dirige vers le spectateur. Selon certaines critiques, le tableau provoque un sentiment de menace, l'observateur faisant face à la foule qui vient vers lui. Dans les visages de la foule qui s'avance, certains y voient la peur, l'horreur et l'hostilité. C'est en net contraste avec le tableau Printemps sur la rue Karl Johan, que Munch avait peint 2 ans auparavant, qui est un tableau nettement impressionniste et même pointilliste. Le cri de 1893. On voit un personnage se tenant la tête entre ses mains longues et fines, les yeux écarquillés d'épouvante, avec sa bouche qui lâche un cri. Le ciel est ardent, couleur de sang, tandis que la mer est sombre. Le tableau, on le regarde en se disant « j'ai la chair de poule ». C'est parfaitement normal, car c'est l'œuvre la plus anxiogène de sa génération. Cette œuvre a créé un scandale car le public a traité Munch de provocateur anarchiste, ce qu'il était en fait, dans une société norvégienne en bourgeoisie et puritaine. Munch est hanté par la mort, la maladie et la souffrance qu'il a connue dès son jeune âge dans sa famille. Cette toile est l'incarnation de son mal-être, de sa dépression nerveuse et hallucinatoire. Le tableau Soirée sur l'avenue Karl Johan, qu'on a vu tantôt, qui a été peint l'année précédente, annonçait déjà ce tableau, le cri.
La Madone de 1895. Ce tableau représente une jeune femme dans une position lascive et constitue l'œuvre la plus connue de son auteur après le cri. Cette version appartenait au musée Munch à Oslo et elle a été volée en 2004 et retrouvée 2 ans plus tard. Le titre de la Madone est généralement réservé à la mère de Jésus. Le titre alternatif de cette œuvre est « Femmes faisant l'amour ». On voit l'ambiguïté entre érotisme et religion. Le halo autour de sa tête est rouge, alors qu'il serait doré dans une image religieuse. Les yeux fermés de la femme et les teintes sombres laissent planer une atmosphère douloureuse, proche de la mort. Munch a souvent mélangé l'amour et la mort dans ses tableaux. Les 3 âges de la femme, 1894. Le titre indique clairement que les 3 femmes n'en forment qu'une, seule. Elles représentent les 3 identités contradictoires, c'est-à-dire l'innocence, la luxure et le recueillement. Ces 3 âges sont l'adolescence, le bel âge et la vieillesse. Usant de la déformation linéaire chromatique pour traduire ses émotions et ses états psychiques, Munch a créé un style personnel et innovateur qui s'appellera l'expressionnisme. 10 ans plus tard, dans un style beaucoup plus décoratif, Klimt avait illustré le même sujet. Ça, c'est l'œuvre de Klimt, avec les trois âges. Le drame de sa vie, de la vie. 99. Sur un pré allongeant la côte norvégienne, les 3 sables de la femme dominent aussi cette scène. Des couples qui dansent. À gauche, une jeune fille virginale, vêtue de blanc, souriante et aux joues rouges, attend son tour. À droite, une femme plus âgée, les mains jointes et à l'expression amère, s'est retirée un peu vers l'arrière. Le centre est occupé par un couple de danseurs, lui en complet sombre et elle en robe rouge séduisante, pendant que la lune se mire dans les eaux. On va laisser Munch sur ses derniers tableaux, les 4 fils du docteur Max, Homme au bain et Cheval au galop. Moi, ça me fait penser à du Clarence Gagnon, un peu ce genre de tableau. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur Edvard Munch? Alors, on va passer à l'effet technique du doigt, le trompe-l'œil. Ça, c'est la dernière photo de M. Munch. Alors, voici le trompe-l'œil. Ce que vous voyez, c'est une scène peinte sur un plafond. Alors, le trompe-l'œil, c'est une technique picturale destinée à jouer sur la confusion de la perception du spectateur, qui, bien qu'il sache qu'il a devant lui une surface absolument plane d'un tableau, est malgré tout trompé par les moyens d'obtenir cette illusion de profondeur. Cette technique remonte à l'Antiquité de 400 ans avant Jésus. L'expression française « trompe-l'œil » est utilisée dans toutes les langues, sauf l'espagnol. Le trompe-l'œil tend à représenter le sujet avec le plus grand réalisme possible, tout en donnant l'impression du relief. Pour obtenir un effet convaincant et troublant, le peintre du trompe-l'œil réglera la hauteur d'accrochage de l'œuvre pour maximiser l'effet souhaité. Le jeu de l'ombre et de la lumière confirmera la justesse des couleurs. La vérité du trompe-l'œil est l'art du faux semblant, de la ruse, de la couleur et du dessin exact. Le clin d'œil et l'humour qui accompagnent bien souvent de tels tableaux en trompe-l'œil sont des traits qui les rendent éminemment sympathiques. C'est un tableau de chair. Si vous regardez attentivement, les escaliers que vous pensiez qu'ils montaient se mettent à descendre. Ils changent d'orientation. On voit aussi le trompe-l'œil en décoration. Par exemple, en tentant d'imiter des matières plus nobles telles que le bois, le marbre et la pierre. Dans nombre d'églises, les surfaces qui semblent être en marbre ne sont en fait que des imitations peintes, parfois trompeuses quand elles sont bien réussies. Ici, on voit une fresque en trompe-l'œil sur un mur d'une façade dans le Vieux-Québec, que je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître, avoir vu au moins une fois.
Cette technique la technique de l'imitation des matériaux venait pallier au manque de budget permettant de se procurer des matériaux plus dispendieux. Ça, c'est bel et bien une toile en 2 dimensions sur laquelle on voit cette scène qui est épeurante de réalisme, je peux dire. Mais ça, c'est très réussi également comme effet de trompe-l'œil. Alors, on va passer au prochain peintre, Hans Memling. Vous allez me dire que c'est un peintre allemand, vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce qu'il fait dans la catégorie des peintres flamands? D'abord, c'est qu'il a peint comme un peintre flamand et en plus, il a passé toute sa carrière à Bruges, en pleine Flandre, si on veut. Alors, il est né en 1440 et décédé en 1494. Et il est un des grands représentants de la peinture flamande du 15e siècle avec Van Eyck. Environ 100 œuvres de Memling sont connues. Ce sont soit des retables, des images de la Vierge Marie, une importante galerie de portraits. Il a fait d'abord un triptyque qui s'appelle Jan Crabbe. Son arrivée à Bruges n'était pas fortuite. La ville, à cette époque, était une plaque tournante de commerce et de finances européennes, où en plus des négociants flamands, on en trouvait plein qui venaient d'Italie, particulièrement de Florence. Tous ces bourgeois bien argentés étaient autant de clients potentiels pour un jeune peintre talentueux débutant. Sa première commande fut de réaliser ce triptyque où le panneau central montre le Christ en croix, avec un religieux en adoration à ses pieds en blanc. C'est l'abbé Jan Crabbe, justement celui qui avait commandé l'œuvre pour son abbaye à Dune. Le jugement dernier. 2 ans plus tard, un important banquier de Florence lui commande le triptyque intitulé Le jugement dernier. Cette œuvre a soulevé l'intérêt des hommes d'affaires italiens résidant ou séjournant à Bruges. Alors, de nouveaux membres de cette colonie commandent leur portrait à Memling. Sur ce tableau, sa composition est parfaitement réussie, basée sur un cercle en arc-en-ciel qui permet de déployer beaucoup de personnages tout en les liant harmonieusement et en assurant la continuité du récit. Pour son ciel, Memling utilise un bleu plutôt sombre. Son maître, Van der Weyden, qui a peint cette scène du jugement dernier également, avait mis de l'or dans ses nuages, montrant ainsi l'influence du Moyen-Âge byzantin. Portrait de Tommaso Portinari et de son épouse, qui était, lui, était évidemment un marchand italien qui était de passage à Bruges. Alors, il a commandé ce portrait de son couple à l'occasion d'un mariage en 1470. Portinari est devenu plus tard un conseiller du puissant Charles le Téméraire. Scène de la Passion du Christ. À la même époque, Portinari lui commande ce tableau qui s'est retrouvé dans sa chapelle privée. De taille relativement modeste, cette toile représente une vingtaine de miniatures relatant des épisodes de la Passion du Christ. Ce tableau a été déménagé de Bruges à Florence entre 1520 et 1530. Il est apparu dans la collection de Cosme le Ier, c'est-à-dire le fondateur du fameux clan des Médicis à Florence. Les scènes de ce tableau se situent dans une Jérusalem idéalisée, peinte comme une ville médiévale fortifiée, avec ses tours exotiques surmontées de dômes. Le mariage mystique de Sainte Catherine. Le panneau central de ce triptyque, on y voit la Vierge Marie sur le trône surmonté d'un baldaquin, qui est absorbé par la lecture des Saints Évangiles. Sur ses genoux, elle tient l'enfant Jésus, qui est en train de passer une bague au doigt de Sainte Catherine, agenouillée à sa droite. Les 2 personnages debout sont Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. L'horizon dans le tableau est élevé et la vue offre de perspectives vertigineuses, presque un grand angle. Portrait de jeune homme dans une loggia de 1475. Memling était un des portraitistes les plus recherchés de son époque à cause de son attention minutieuse aux détails. Le jeune homme était sans doute un des nombreux Florentins qui faisaient affaire à Bruges.
Ce tableau, transféré à Florence, a été une source d'inspiration pour des peintres italiens qui aimaient beaucoup la peinture flamande. Portrait d'une vieille femme de 1470. Avec ce tableau étonnamment réaliste du visage de cette femme qui permet de juger de son âge, on voit que Memling ne se donne pas la tâche de flatter son sujet. Il transmet ses lèvres serrées, presque incolores, et sa peau pâle et vieillissante. Ses pensées ne cherchent pas à séduire, mais plutôt visent la pureté spirituelle. La bénédiction du Christ de 1478. Ce tableau rappelle les icônes qu'on retrouve dans les premières représentations du Christ dans l'art chrétien et byzantin. Contrairement aux œuvres de ses prédécesseurs, ce portrait du Christ n'est pas sévère ni caractérisé par un pathos tragique. Par sa forme et par ses sentiments, ce tableau est prémonitoire des œuvres italiennes qui vont suivre pendant la décennie suivante. L'aspect de douceur et d'élégance de l'édenteur présenté en termes humains marque le statut de Memling comme quelqu'un qui a transformé les portraits à travers l'Europe à partir de cette toile. Mater Dolorosa, de 1480. La mère douloureuse a été au centre de la dévotion mariale en peinture. Le succès de Memling comme portraitiste s'explique aussi par son art. Il ne faut pas oublier qu'il a été l'élève et le collaborateur de Van der Weyden, qui a peint lui aussi sa mère, Mater Dolorosa. La douceur des traits est toutefois le propre du style de Memling. Bon, voyons voir d'autres tableaux de Memling en terminant. D'abord, Bethsabée au bain, qu'on pourrait comparer avec celle de Bethsabée de Rembrandt qu'on a vu l'autre fois. Portrait d'un homme en prière devant un paysage. Et on termine avec cet autoportrait de Memling. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce peintre? Alors, on va passer au suivant. Pablo Picasso. Alors, ce célèbre peintre est né à Malaga, au sud de l'Espagne, en 1881 et décédé sur la Côte d'Azur en 1973, à l'âge de 92 ans. Il a été très prolifique. Il a reproduit tout près de 2000 tableaux, sans parler de ses sculptures, ses dessins et ses tapisseries. La carrière de Picasso se divise en des étapes très nettement marquées par des approches différentes à l'art de la peinture. Sa première étape a été marquée par l'académisme de ce jeune peintre débutant. Son père, qui était professeur de peinture, encourage le jeune Pablo qui, à l'âge de 8 ans, produit son premier tableau à vie, Le Petit Picador jaune, dont il refusera toujours de se séparer. N'est-ce pas mignon? Oui, très mignon. C'est en 1995 qu'il a peint sa plus grande toile académique, La Première Communion, à l'âge de 14 ans. L'année suivante, il fait son entrée à l'École des Beaux-Arts de Barcelone, donc à 15 ans. Sa famille espérait qu'il remporterait du succès comme peintre académique et en 1997, avec son tableau Science et Charité, pour lequel son père a posé pour le médecin, Picasso remporte une mention honorable lors d'une exposition à Madrid. Pour profiter de ce renom, à l'automne de 1997, il déménage à Madrid et s'inscrit à l'Académie royale. Il fréquente le musée du Prado et tombe en admiration devant Velázquez, El Greco et Goya, les trois gloires nationales de l'Espagne. En 1999, il ne résiste plus à l'attrait de Paris et il déménage avec un compatriote pour se louer un studio à Montmartre. En 1900, il peint le Moulin de la Galette, où il rend hommage à la coqueluche de l'époque, Henri de Toulouse-Lautrec. Alors, la carrière on vient de voir une première partie de sa carrière qui était l'académisme. On va passer à la période suivante qui a duré de 1901 à 1904 et qu'on appelle sa période bleue. Cette période de sa vie en est une où Picasso a connu la pauvreté, la misère et la sous-alimentation. Cette réalité s'est transposée dans les œuvres de cette époque, presque toutes peintes en bleu avec très peu d'autres couleurs.
Premièrement, La vie de 1903. Le vieux guitariste aveugle de 1904. Les pauvres au bord de la mer de 1903. Et L'enfant au pigeon de 1904. On va passer maintenant à la période suivante, qui est la période rose, de 1904 à 1906. Cette période tire son nom de sa teinte dominante des tableaux qu'il a produits durant ce court laps de temps. C'est donc la troisième de la dizaine de variations stylistiques que connaîtra sa production artistique. C'est du jamais vu chez aucun autre artiste. En 1904, il rencontre Fernand Delivier, qui apporte du bonheur dans sa vie. Il va aussi se faire plein d'amis parmi les peintres espagnols et français qu'il fréquentait à Paris. Il prend goût à la vie et ses tableaux s'éclaircissent. Tel ce tableau qui s'intitule Garçon à la pipe de 1905, ou Jeune fille nue avec panier de fleurs de 1905 aussi. Famille d'acrobates avec un singe. Famille de saltimbanques de 1905 aussi. Et acrobates et jeunes équilibristes de la même année. De 1907 à 1914, ça va être sa période cubiste. Pendant ces années, il réalise avec Georges Braque, on voit ici, des peintures qui seront appelées cubistes. C'est un exercice de géométrie à laquelle s'adonnent ces deux peintres. Tous les objets se retrouvent divisés et réduits en forme géométrique simple, souvent carrée. Le cubisme, pour eux, consiste à représenter sur une toile en deux dimensions un objet de l'espace. Les Demoiselles d'Avignon de 1907 étaient inspirées par les masques africains que Picasso possédait. La jeune fille à la mandoline de 1910, Ma Jolie de 1912 et Tête de femme de 1909. La période suivante s'intitule Les Ballets russes, qui a duré de 1915 à 1923. Pendant la Première Guerre mondiale, il n'a pas été appelé sous les drapeaux parce qu'il était en France, mais de nationalité étrangère. Alors, il en a profité pour aller séjourner à Rome avec l'écrivain Jean Cocteau pendant ce temps. Ce dernier lui a présenté l'impresario de la troupe des ballets russes, qui avait quitté le pays de la Russie suite à la révolution bolchevique de 1917. Picasso a assisté à la première à Paris et suit la troupe de Madrid et à Barcelone. Il a fait des décors, des représentations de cette troupe de ballets russes pendant toutes ces années-là. Pendant la période des années 20, il fait un retour à la figuration et au classicisme. Je vais vous montrer quelques tableaux de cette époque-là, comme deux femmes courant sur la plage de 1922, Femme à la fontaine de 1921, Les trois musiciens de 1921 et La flûte de Pan de 1923. La période suivante concerne la guerre civile en Espagne, qui a duré de 1933 à 1939. Comme tous les Espagnols, partisans de Franco, tout comme les républicains, étaient interpellés par ce conflit interne qui les a divisés. En avril de 1937, les avions nazis, à la demande du général Franco, laissent tomber des bombes sur le paisible village de la région du Pays Basque du nom de Guernica, créant une véritable hécatombe, un vrai crime de guerre. Picasso, qui était horrifié par ce crime, se lance avec passion dans la production de son célèbre tableau auquel il donna le nom du village en question, Guernica. Picasso avait averti à l'avance que cette peinture ne serait pas du genre à décorer un salon. Une anecdote. Oh, excusez-moi, je vais vous montrer le tableau en question. Désolé. Une anecdote. Donc, l'ambassadeur nazi à Paris durant la guerre lui aurait demandé sur le ton de la colère, lors d'une visite à son atelier, « C'est vous qui avez fait ça ?» Et Picasso aurait répondu du tac au tac, « Non, c'est vous. »
Oui, oui. Autres œuvres dans sa carrière, Femme en pleurs de 1937, Harlequin assis de 1923, Femme devant un miroir de 1932, Femme tenant un livre également de la même année. En 1955, Picasso a illustré un numéro spécial de l'hebdomadaire Lettres françaises pour célébrer le 350e anniversaire de la publication de ce roman de Cervantes. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur l'œuvre de Picasso? Évidemment, j'ai omis de parler de ses nombreuses relations avec les différentes femmes. Je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a eu plusieurs femmes dans sa vie successivement et qu'il a eu plusieurs enfants avec certaines femmes. Mais comme je ne sais pas un potin social, plutôt artistique, j'en ai pas parlé. Alors, sur ces mots, je termine la conférence d'aujourd'hui. Il va de soi que j'ai beaucoup apprécié, comme d'habitude, votre sérieux et votre attention, et je vous en remercie.